Les Landes de la Masure, un écrin écologique situé dans le parc naturel régional de Millevaches. Une porte d'entrée pour vous inviter aujourd'hui à partir à la découverte de ce que la nature limousine a de plus beau à offrir. Nous partirons tout d'abord en randonnée dans des paysages identitaires de ce territoire. Lacs, forêts, rivières, tourbières, des lieux empreints de modestie et de mystère. Nous irons ensuite à la rencontre des loups de Chabrières, dans l'un des rares endroits en France où l'on peut observer ces animaux dans leur milieu naturel, en semi-liberté. Enfin, nous irons à la rencontre d'un photographe animalier dont la vie a été totalement bouleversée par la rencontre avec une très jolie demoiselle aux longues moustaches, la loutre, entre Creuse et Corrèze, quand la nature nous émerveille. Le plateau de Millevaches est un grand plateau granitique d'une altitude comprise entre 500 et 900 mètres. On surnomme souvent ces montagnes le château d'eau de la France, en raison des nombreux lacs et cours d'eau qui y prennent leur source. Pour Étienne Despins, accompagnateur en montagne, rien ne vaut le Limousin pour des randonnées inattendues et surprenantes. Tu m'avais promis une belle émotion visuelle pour commencer, c'est le cas. Où est-ce qu'on se trouve exactement? Donc on est au lac de la Vaugelade, donc on est en Creuse. Le lac de la Vaugelade, c'est le deuxième plus grand lac de Creuse. C'est incroyable parce qu'on ne se rend pas vraiment compte ici, Ouais, on n'a pas l'impression que voilà, il est immense, mais dès qu'on prend de la hauteur, on s'en aperçoit. Tout à fait, il fait 4 km là de long et puis à peu près 1 km de large. C'est bien, c'est poissonneux cet endroit? Ouais, c'est poissonneux, particulièrement les pêcheurs, ils affectionnent particulièrement les brochets, les sambres, un peu les carnassiers venir ici, mais il y a aussi des carpes. On doit souvent te poser la question, pourquoi Millevaches? Il faut le dire, ça n'a aucun rapport avec un grand troupeau de bovidés. Hein. Ça serait origine de 1000 sources, 1000 vacas, les sources, potentiellement. Ça va bien avec le territoire, il y a beaucoup de sources, beaucoup d'eau, peut-être c'est ça. Comment es-tu arrivé dans le monde de l'accompagnement, de randonnée? C'est quoi qui t'intéressait? Le défi physique? Pour faire cette formation d'accompagnateur en montagne, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée sportive, en effet, et puis il y a l'autre entrée, c'est l'entrée plutôt naturaliste, l'envie de faire, de partager en tout cas cette passion de la nature, de la découverte, de la faune, de la flore. Et c'est plutôt par celle-là que je suis rentré. Moi, je suis d'ici, je suis du coin. De ce plateau de Millevaches. Et j'ai toujours adoré observer la nature, la raconter. J'ai aussi toujours adoré la montagne, en règle générale. Donc là, on est vraiment sur une petite montagne. Il n'y a pas plus petit, je pense, comme montagne. Nous voici dans la fameuse rigole du diable, mais il faut bien comprendre que des lieux comme ça, où il y a le diable, sur ce genre de territoire, il y en a beaucoup. Ce genre de milieu, c'est vrai que pour les habitants du coin, c'est toujours humide, c'est toujours froid donc, c'est pas vraiment hospitalier, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de cailloux. Ce qui explique qu'il y a un peu partout des pierres à légende, comme on les appelle. Hein. On a besoin de l'humaniser, cette nature. Oui, c'est vrai. De l'humaniser et puis de lui donner un côté mystérieux, légendaire, qui fait un peu peur d'ailleurs. Et comme tu le dis, ça dénote vraiment d'un lieu un peu hostile. C'est bien, en fait, de fréquenter ces endroits avec des gens qui connaissent ces histoires, parce que tout d'un coup, le mystère,
il prend corps. Et je trouve que moi, il y a du mystère. C'est vraiment ça, c'est l'eau, le bruit peut nous parler, un bruissement, un petit chant d'oiseau qu'on ne connaît pas trop. Il suffit que la lumière soit un peu plus basse. Là, tu vois, on est en pleine lumière, il fait très beau, il fait très chaud. Mais en plein hiver, quand il y a de la neige un soir, l'ambiance va être complètement modifiée. Si on avait survolé cet endroit il y a plus de 100 ans, la vision aurait été bien différente. Le plateau de Millevaches était alors essentiellement composé de grandes surfaces ouvertes où l'élevage de moutons s'épanouissait. L'exode rural a provoqué un changement total de décor. Sans les ovins, la lande n'a plus été entretenue. La sylviculture intensive a très vite pris le relais, au point de voir les paysages originels relégués dans des zones protégées. Exemple avec les landes et tourbières de la Masure. Explique-moi en quelques mots ce qu'est exactement une tourbière. Et ben alors pour faire une bonne tourbière, il faut plusieurs ingrédients. Le premier, c'est une cuvette. Là, on est dans une cuvette géographique, on est un peu dans un trou. Ensuite, il faut un climat plutôt, pas hostile, mais en tout cas où il fait froid, où il y a une grosse hygrométrie. On y est, c'est parfait. Il y a du gel très souvent et il pleut très souvent. Donc ça, deuxième ingrédient, parfait. Et le troisième ingrédient, indispensable à la bonne recette de la bonne tourbière, c'est celui-là. Et tu peux t'accouplir pour mieux la voir. Qu'est-ce que c'est? C'est la sphaigne. En fait, c'est une mousse, une plante, qui est indispensable à la tourbière. En fait, cette mousse, elle va pousser au fur et à mesure sur elle-même et mourir au fur et à mesure sur elle-même. On peut essayer de sortir une sonde. Ah, pour voir combien il y en a? Tout à fait, Ah bah, je pour veux voir bien. l'épaisseur de tourbe. D'accord. Eh ben, je vais te montrer ça. Et alors, allons-y. Voyons voir un peu si ça s'enfonce. Ah oui, ça s'enfonce pas mal du tout. En fait, elle est graduée. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu. On a la limite. On est à quoi? Quasiment 70 cm là à peu près. Ah hein. ouais, Ah quasiment, ouais, quasiment 70 cm. Alors que je comprenne, ça signifie que cette sphaigne, elle se décompose et reste sur elle-même, elle s'accumule. Donc en fait, c'est quoi? C'est un voyage dans le temps qu'on fait si on plonge dans les profondeurs de la tourbe? Complètement. En fait, ça se dégrade très lentement. Il n'y a vraiment pas d'air à l'intérieur de la tourbe. Et donc oui, là, avec à peu près 70-80 cm dans cette tourbière, on peut remonter très loin, c'est-à-dire entre 8000 et 10 000 ans. Durant très longtemps, on pensait que ces milieux, ces tourbières, c'est des lieux hostiles sans aucun intérêt. Et depuis les années 80, le regard a totalement changé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on essaye vraiment de les protéger. Ici, on est dans un espace protégé parce qu'on s'est rendu compte que les tourbières avaient vraiment un grand enjeu à jouer vraiment pour nous, pour les humains particulièrement, c'est cette eau. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions à une tourbière, mais particulièrement, elle va stocker, c'est une véritable éponge. Là, en plein été, tu viens, il y a toujours de l'eau, il y a toujours cette masse d'eau. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que ça stocke du carbone. Donc il n'y a pas que les forêts qui sont des endroits pour stocker le carbone. Non, il n'y a pas que les forêts, il y a aussi les tourbières qui nous stockent du carbone, c'est quand même sympa. Et il y a aussi la troisième fonction, c'est évidemment une biodiversité hyper riche dans ce genre de milieu qu'on veut protéger. Ouais. C'est un endroit qui ne se révèle pas immédiatement. Hein. C'est pas m'as-tu vu, en fait, je trouve, comme nature ici. Ouais, c'est un peu comme ça sur le territoire aussi du plateau de Millevaches. Je trouve que c'est souvent des petites choses. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu la clé pour profiter de ça, c'est vrai. Je vois, Étienne, le plaisir que tu as à partager les connaissances de ce territoire. Qu'est-ce qui caractérise le mieux les randonnées que tu peux faire ici? Eh ben, tout d'abord, je dirais que c'est un peu ce qu'on a vu tout au long de notre aventure, c'est la diversité de paysages. Ouais. Et puis, quand même, particulièrement le fait qu'il n'y a pas trop d'humains ici. Et donc, c'est vrai que ça donne une ambiance et une grandeur à la nature. Et j'irais même au-delà parce que on peut faire des jours et des jours de randonnée sans croiser pas trop d'humains. Tu vois, là, dans ce paysage, il y a quand même peu de traces d'humains. Donc, c'est vraiment chouette. Moi, j'apprécie ça. J'apprécie vraiment. La nature, elle est là, pleine. On peut l'observer. Et on peut, d'ailleurs, très bien l'observer parce qu'elle est moins fuyante, moins frileuse. Vu qu'il n'y a pas trop d'humains, pas trop dérangés, on peut plus la voir.
Nous partons maintenant vers le parc animalier des Monts de Guéret. Une structure unique en France par son approche paysagère et la taille de ses enclos. On peut y admirer quelques beaux spécimens de chevreuils, de renards et de cerfs. Mais ce qui fait la renommée de la forêt de Chabrières, ce sont les loups. Eric accompagne Adrien, soigneur animalier, pour le nourrissage d'une meute de loups Mackenzie. Allez, c'est parti. Fermé derrière nous, bien sûr. Ah, ils sont déjà là. Et ouais. Ils ont senti la viande. Imagine, ils peuvent sentir jusqu'à une proie facilement, jusqu'à presque 2 km. Donc forcément, la viande, ils l'ont bien senti là. Il y a des règles à respecter, des Bien comportements. sûr, exactement. Donc toujours rester debout. Parce que du coup, tout ce qui est à hauteur de loup égale proie. Donc c'est de par notre posture, le fait d'être debout, qui crée un état de stress pour le loup. Oh là, frisson. Frisson quand même. Ah ouais. Allez. Puis, dis donc, mais il en sort de partout, il y en a combien dans l'enclos? Alors là ils sont 7, donc là on est sur des grands loups de la région du nord du Canada. Il y en Voilà. a un derrière, je regarde en même bien temps. sûr, bien sûr. C'est normal. Donc là, J'en jette aussi? Oui, bien sûr. Essaye d'en l'envoyer le plus loin possible pour éviter qu'ils viennent le plus près de nous. Donc du coup, on va garder tout le temps nos distances avec eux, tout simplement parce que j'ai pas envie d'interagir avec la meute, avec l'espèce. C'est des enclos qui sont très grands. Celui-ci, par exemple, fait un peu plus d'1 hectare de territoire. Donc à ce moment-là, moi, je viens les nourrir 1 à 2 fois par semaine avec des grosses quantités de viande. Et après, eux-mêmes gèrent le stock de nourriture. Alors, la louve qui est là, on peut observer, regarde, elle a des mamelles. Tu vois? Qui dit mamelle dit petit. Petit. Voilà. Ah, il y a eu une donc, naissance il y a pas longtemps. exactement. On a un petit dans l'enclos. Wow. Alors, j'espère qu'il va venir. Bien sûr, c'est un animal qui est extrêmement créatif et vraiment tout petit. Donc, elle, c'est la reine. C'est la louve alpha. C'est un couple au pouvoir. Un mâle, une femelle. Quel pouvoir ils ont? Tu l'as compris, c'est les seuls à pouvoir faire des petits. Je vois le regard, par moments, j'ai l'impression que ça me transperce. Ouais. C'est impressionnant quand même le regard du loup. Ouais. hein. Ils ont que 2 bâtonnets au niveau de l'œil, donc ils vont voir noir et blanc, presque sépia, comme les appareils photo. Myope, donc ils vont pas forcément bien voir de loin. Son œil, il est fait pour le mouvement, d'accord? Pour la chasse, par exemple. Son œil est fait pour ça. Oh, regarde, Eric, on peut apercevoir le louveteau qui est juste là-bas. Mais il est tout petit, carrément. Il est tout petit, ouais. Donc là, il y a toute la meute qui va s'occuper de lui. C'est tellement un animal tout petit et il pourrait être vulnérable. Là, il est proche de sa mère, hein, la blanche. Il est très proche de sa maman, bien sûr. Elle le protège énormément. Les relations du loup avec les hommes ont toujours été complexes. Présent sur toute la planète, cet animal a été peu à peu quasi exterminé. Il ne reste plus que 300 000 individus dans le monde. En comparaison, les chiens, sous-espèces domestiquées par l'homme, sont 900 millions. Explique-moi, Abel, la nature de la mission de ce parc animalier. Alors, notre première mission, c'est d'être un conservatoire d'espèces protégées. On a le devoir auprès de l'État français et mondial de préserver ces espèces. Donc le loup gris européen dans un premier temps et d'autres sous-espèces de loups que l'on a ici sur le site comme le loup du Mackenzie ou le loup arctique. Alors le loup arctique, je l'ai vu, il est tout blanc, ça peut surprendre. On n'est pas du tout dans sa latitude, pas dans ses températures. Ça a un sens de l'avoir ici? Alors oui, bien sûr que ça a un sens de l'avoir. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10 000 loups arctiques sur le territoire. Et s'ils venaient à disparaître, on a ce devoir, on a cette mission, tous les parcs, tous les zoos de France, de pouvoir être en mesure et en capacité de pouvoir réintroduire ces animaux dans le milieu naturel. Ah, j'entends un hurlement de loup. D'ailleurs, on comprend que ça puisse terroriser. On s'imagine en pleine nuit, en pleine forêt. On sait ce que ça signifie. Malheureusement, non. On ne connaît pas le langage du loup. Il y a des études qui sont menées depuis des années et des années et on ne sait pas interpréter, en tous les cas, ce langage. Montrer ces animaux dans ces conditions-là, tu penses que ça participe à changer la mauvaise image qu'ils peuvent avoir à tort? En tous les cas, oui, nous on y travaille avec mon équipe tous les jours. Le loup ne doit pas avoir en tous les cas une mauvaise image. Il est un régulateur. Donc c'est vraiment un animal indispensable.
Le loup, c'est vraiment un animal social. Exactement, oui. Il va y avoir une hiérarchie vraiment qui est définie, qu'on peut voir chez le loup. Un seul couple peut faire des petits. Manger en premier, diriger le groupe, diriger les plans de chasse. Les autres loups peuvent très bien attraper une proie ou chasser, mais le coup fatal sera donné par un alpha. Ah ouais. Je suis très impressionné par la somme de connaissances que tu as sur les loups. J'imagine que tu as une formation de vétérinaire, naturaliste J'ai une formation qui s'appelle la passion. Et ouais, que je fais depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de grandir ici avec un écosystème en Creuse qui est magnifique. J'étais pas du tout parti là-dedans pour faire mes études. C'était plutôt ma passion, faire ça pendant mon loisir. J'ai fait plutôt des études d'infirmier. Et puis je me suis dit pourquoi pas associer mon métier de soins et ma passion. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici et devenir soigneur animalier. Je regarde ton bras et ce beau tatouage, cette nature. Les loups, tu l'as dans la peau, propre comme au figuré. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma façon d'être, de la transmettre. Voilà, je l'ai dans la peau et peut-être pour toujours. Le plateau de Mille Vaches est un paradis pour les amateurs de faune sauvage comme Stéphane. Ce photographe animalier installé en Corrèze a développé une relation très particulière avec un animal, la loutre. Il a même construit dans un recoin de son terrain à Buja un affût pour tenter d'observer et de photographier ce mammifère aussi attachant que difficile à voir. Charmant endroit. Explique-moi comment fonctionne en fait cet affût pour loutre. Eh bien alors là, je te vois regarder, déjà t'en verrais pas maintenant des loutres. Il fait chaud, il y a du soleil, etc. La loutre, il faut venir la nuit. Ah ouais. Ouais, elle est principalement nocturne. Bien sûr, dans l'année, il y a des périodes un peu particulières, mais et anecdotiques, on va dire, où tu peux l'observer de jour. Mais là, principalement, c'est la nuit. Alors comment tu la vois de nuit? Alors, tu vois, il y a des interrupteurs Ouais. qu'on peut actionner donc depuis l'intérieur de l'affût, et ainsi on maîtrise tout ce qui est éclairage. En fait, tout est conçu en termes de température de couleur, de positionnement des spots et du protocole, si je peux dire, d'allumage. Tout est conçu pour que l'animal ne soit en aucun cas dérangé. Quelqu'un qui vient ici, que tu accueilles, il a des fortes chances d'arriver à voir une loutre la nuit? Eh bien, c'est bien là l'intérêt, entre autres aussi, de ne pas la déranger, c'est qu'elle est présente quasiment tout le temps. Ça devient pour elle une zone un peu de refuge et de tranquillité. Ce n'est pas un zoo et ça reste un animal sauvage, c'est-à-dire que tu es dans une observation naturaliste. Elle est libre, sauvage, totalement sauvage. La rivière est contiguë à ce petit plan d'eau, elle est juste derrière. Et en fait, la loutre vient pour se reposer ou pêcher sur le plan d'eau. Et si elle veut pas, elle veut pas. Si elle veut, elle veut. Alors par exemple, ça t'arrive de voir des bébés loutres, je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Les loutrons, oui. Ah, oui. les loutrons. Les loutrons. Donc là, on observe, sur un site tel que celui-là, on peut observer en fait l'apprentissage de la chasse, des choses comme ça. Et là, c'est des scènes vraiment marrantes. Un loutron qui court après sa queue. On estime qu'au début du XXe siècle, il y avait à peu près 50 000 loutres en France. Et dans les années 80, quand on a commencé à la protéger, il en restait à peine 1500, 2000. Qu'est-ce qui explique cette hécatombe? Alors, comme pour beaucoup d'autres espèces, la loutre a été perçue comme une concurrente aux activités humaines. Par méconnaissance, on l'a mise nuisible et elle a été primée, ce qui représentait même à l'époque quasiment... Primée, ça veut dire qu'on payait les oui, gens pour leur... Une loutre rapportée, morte, c'était une prime équivalent à un SMIC de l'époque. Donc ça a créé des vocations. En quelques décennies, à peine, la loutre, qui par le passé était présente partout en France, a disparu. Et il restait, on va dire, un ou deux bastions en France, d'où elle a pu repartir. C'est ici, avec le reste le Massif central, et puis un point en Bretagne. On peut espérer la revoir un peu partout maintenant en France, et il va falloir encore des années et des années et des années avant de pouvoir se vanter en France d'avoir un effectif de loutres conséquent et prenant tout le territoire. Raconte-moi dans quelles circonstances tu as rencontré cet animal. Ou alors dans des circonstances peut-être un peu atypiques, puisque aujourd'hui je suis un passionné et un fervent défenseur de la loutre. Mais à l'époque j'étais pisciculteur justement. Et elles étaient dans mes bassins, elles mangeaient mes poissons. Ah ouais.
Donc à partir de là, j'ai fait appel à des associations naturalistes. Au départ, on ne me croyait pas. Tellement peu de loutres en France, etc. Qu'un pisciculteur qui dit qu'il voit des loutres, etc., c'est limite un chasseur de primes lui-même. Et il cherche des aides, voilà ce qu'on se dit. Et au final, non. Et il a fallu que je le prouve. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la photo. Parce qu'il a fallu que je fasse des photographies de loutres pour montrer que ce n'était pas des ragondins. La loutre a changé la vie de Stéphane. En 2011, il décide de cesser son activité de pisciculteur pour se consacrer aux animaux sauvages. Son expérience et son approche lui vaudront d'être nommé expert loutre pour le plan national d'action en faveur de cet animal. Parallèlement, il développe son activité de photographe animalier et propose aujourd'hui des stages de perfectionnement. Si tu avais un premier conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la photographie animalière, quel serait-il? Ça va surtout être de s'intéresser au sujet qu'on veut observer et photographier. S'intéresser aux différentes espèces de manière à comprendre ce qu'ils mangent. Si tu sais ce qu'ils mangent, tu vas savoir où les trouver, dans quel milieu ils vivent. Ça va te permettre de pouvoir capter des scènes intéressantes. Il y a des fois, tu te prends à rêver de dire « Tiens, qu'est-ce que j'adorerais avoir un chat forestier juste là devant, etc. » Puis, Un chat forestier, c'est quoi? alors, le chat forestier, c'est le vrai chat. Le vrai chat, à la base, avant qu'il soit domestiqué, etc. Au moment où tu fais une rencontre comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déjà, sa première chose, c'est ne pas bouger. Ne pas bouger. Le chat, c'est un radar sur pattes. C'est un mouvement, un bruit, et le chat, il est parti. Il y a le spectateur qui est admiratif de ton travail, mais toi, derrière chacun des clichés, il y a une histoire, en fait. Oui, une histoire. Des fois, c'est je râle parce que j'ai loupé, comme tout le monde. Des fois, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Si tu t'étais mis là, t'aurais eu une super lumière. Pourquoi t'as attendu ce moment? Pourquoi t'as déclenché trop tôt? Pourquoi trop tard? Etc. Donc, il y a ce genre d'histoire. Et puis, et je crois même que les plus belles histoires, c'est quand il n'y a pas le cliché, des fois, au bout. Depuis quelques années, tu t'intéresses également au renard, et pas simplement pour son aspect photogénique. Ce renard, il mérite quand même qu'on le mette en valeur, ou qu'on essaye de le faire, du moins, et qu'on le montre le plus souvent possible dans des attitudes qui représentent bien sa vie de prédateur, et pas de prédateur comme on l'entend, en tant que voleur de poules ou de choses comme ça, mais bel et bien en tant qu'allié, allié pour nous tous, mais également allié pour les agriculteurs. Il faut rappeler que le renard, il est classé dans les animaux nuisibles. Et c'est quoi? C'est à peu près 500 000 renards qui sont tués chaque année. Ah oui, c'est 500 000 déclarés, il y en a peut-être plus. Voilà, imaginez. Alors, il est nuisible ou pas, ce renard? Ah, il est nuisible, non. À mes yeux, il ne l'est pas. À mes yeux, c'est un vrai allié. C'est une aberration. Un renard va consommer 5000 campagnols terrestres. Vous savez, ces gros rongeurs qui font des taupinières dans les champs, qui ensuite vont consommer de la matière fourragère que les agriculteurs ne pourront pas récolter, qui ensuite vont faire des taupinières, qui vont user prématurément les couteaux de leurs faucheuses, etc. J'en passe et le meilleur. Tu as d'ailleurs tourné des images et pris des photos absolument sublimes du renard, notamment dans son approche du campagnol. Comment il chasse, le renard? C'est super parce qu'il nous fait des mulottages parfois exceptionnels. Alors le mulottage, c'est le moment où il saute, c'est ça? C'est un moment où il saute et il se plante le museau dans la taupinière et ensuite il gratte pour finir d'attraper son compagnol. Tu es un photographe, mais en fait, tu es un photographe militant. Ah mais ça, oui, militant, mais je pense qu'on ne devrait même pas avoir à le dire puisque quand on est photographe animalier et que ça fait partie de notre profession, on n'est pas là que pour prendre, on est aussi là pour l'aider. La contemplation de la nature, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle? Dans la nature, il n'y a pas de tricherie. Tout est vrai. Voilà. Enfin, ça nous remet à notre place, quoi, vraiment. Et on a tellement de leçons à prendre de ce qui nous entoure.